Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Figaro TV. Que vaut le nouveau plan de Donald Trump pour l'Ukraine? On décrypte les infos, les réactions avec Renaud Girard dans un instant. Combien coûte le crétin digital à l'économie et à la compétitivité française? Normalien est auteur d'une note sur le rôle des écrans dans la génération des inégalités sociales. Paul Klotz est l'invité de Point de vue. Il a neutralisé un gangster et aussi des ennemis de la France quand il était en Afghanistan. Il fait le coup de poing avec la star du MMA, Benoît Saint-Denis. On l'appelle Moyave. Il est, lui aussi, aujourd'hui, l'invité de Point de vue. Bonjour Renaud Girard. Bonjour Vincent. Avant d'essayer de plonger dans ce que l'on sait, de ce que l'on connaît du plan Trump, je voudrais qu'on revienne ensemble sur ce qui a fait la polémique cette semaine en France, d'autant plus intéressant qu'elle émane d'une déclaration de quelqu'un qui est censé diriger une institution qu'on surnomme la Grande Muette. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors cette intervention du chef d'état-major des armées s'inscrit dans la suite du discours du président de la République, ici, à l'hôtel de Brienne, le 13 juillet dernier. Alors, est-ce que le kit d'urgence qui a été donné aux Français et aux jeunes Français, les propos dramatisants du chef d'état-major des armées, ne sont pas un peu surprenants aujourd'hui, et surtout s'ils s'inscrivent dans ce que les déclarations d'Emmanuel Macron, d'après ce que dit la ministre Vautrin, quand on sait que l'Ukraine elle-même a du mal à mobiliser ses troupes? Oui, alors évidemment, disons que le général Mandon, en général, a raison. Oui, il faut qu'effectivement, dans un monde plus dangereux, la France se réarme militairement, se réarme moralement, certainement. Peut-être qu'on peut repenser à réintroduire une forme de service militaire, etc., etc. Donc là, on ne peut pas lui reprocher la teneur de ses propos. On peut en reprocher peut-être le timing. Ça, voilà, ils sont peut-être pas opportuns. Pourquoi c'est pas opportun au regard du timing? C'est pas opportun parce que la France, en fait, a deux impératifs stratégiques aujourd'hui, comme grande puissance européenne. Le premier impératif stratégique, à mon avis, c'est quand même de ne pas voir un conflit localisé entre frères slaves orthodoxes, un conflit qui était issu, en fait, une bombe à retardement de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, dégénéré, comme ça avait été le cas avec un petit conflit localisé en Bosnie-Herzégovine en 1914, dégénéré en conflit mondial. C'est-à-dire que on aime beaucoup les Ukrainiens, mais enfin, on n'a pas envie de voir d'être entraîné dans une guerre nucléaire, puisque la Russie est une puissance nucléaire, et de voir Paris rasé. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La Première Guerre mondiale a fini par le suicide de l'Europe. Et en fait, la France est sortie victorieuse, mais complètement exsangue de la Première Guerre mondiale. Qui s'est d'ailleurs poursuivie par une Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Bien. Donc,
Donc c'est là notre Donc ça, c'est problème. un premier Et impératif ça, c'est la stratégique première pour la chose. France. La deuxième chose, effectivement, c'est que... Quand on entend le chef d'état-major des armées parler ainsi, on n'a pas l'impression qu'il a cet impératif stratégique en tête. On a plutôt l'impression d'avoir des espèces de va-t-en-guerre qui sont Alors le deuxième impératif... à ce front qui est quand même très dangereux par les répercussions qu'il peut avoir. Voilà, alors le deuxième impératif stratégique que je n'ai pas cité, mais qu'il faut ménager, la France doit ménager deux impératifs stratégiques en même temps. Donc là, ne pas avoir d'escalade, ne pas avoir une guerre mondiale. Et le deuxième impératif stratégique, c'est ne pas non plus donner une victoire à la Russie qui ébranlerait nos alliances, parce que nous avons contracté librement des alliances, on peut le reprocher, mais ça a été fait, des alliances au sein de l'Union européenne et au sein de l'Alliance atlantique. Et donc, nous sommes des alliés, nous l'avons approuvé, on ne nous l'a pas obligé. Nous sommes alliés des pays baltes, par exemple. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas impensable de penser qu'un jour, peut-être, M. Poutine voudrait lorgner sur Narva ou sur une partie de l'Estonie. Et ça, nous sommes tenus par nos engagements d'empêcher cela, puisque nous sommes des alliés. Et je suis favorable, par exemple, au prépositionnement de troupes ou d'avions français Rafale dans les pays baltes pour dissuader toute attaque russe contre ses alliés. Très bien. Alors, on a ces deux impératifs stratégiques. Effectivement, aujourd'hui, je pense que le timing n'était pas très bienvenu, parce que effectivement, il ne faut pas être crié au loup. Aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés. Et puis la Russie, nous réprouvons, personnellement, je réprouve beaucoup ce qu'a fait la Russie, d'attaquer son voisin en 2022 et de violer le droit international, mais les Russes ne sont pas mon ennemi principal. J'ai un ennemi principal, et j'arrête là, j'ai un ennemi, moi français, mon ennemi principal, c'est ceux qui tuent mes enfants dans nos rues, c'est-à-dire le Bataclan, l'islamisme. Ça, c'est mon ennemi principal. L'ennemi au sud et pas à l'est. Justement, vous dites qu'il y a un problème de timing. Mais est-ce que, précisément, on y est, est-ce que les polémiques qui ont été suscitées par ces déclarations, finalement, ne sont pas vaines au regard, surtout, du plan de paix de Donald Trump ? Oui, alors effectivement, les Européens ne sont plus du tout dans la diplomatie, parce que comme ils ne comptent pas militairement, ils ne sont pas vraiment dans la grande diplomatie. Aujourd'hui, puisqu'en fait on a fait un autre choix, c'est la Turquie qui est plutôt dans la diplomatie, c'est assez curieux. La Turquie, qui est un ennemi historique de la Russie, mais elle est neutre, et donc elle accueille les discussions entre les Ukrainiens et les Russes. Nous avons choisi notre camp. Donc nous ne sommes pas dans la grande diplomatie. C'est l'Amérique, effectivement, qui fait directement la diplomatie avec la Russie. Et il y a ce nouveau plan qui a été présenté le secrétaire à l'armée, c'est-à-dire le ministre délégué à l'armée de terre des États-Unis d'Amérique. Il s'est déplacé avec le chef de l'OTAN américain, le chef militaire, à Kiev, pour présenter effectivement ce plan de paix. Alors, justement, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que vous avez compris de ce plan de paix américain ? Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il incitait effectivement les Ukrainiens à faire des concessions. Quelles concessions ? De céder le Donbass, c'est-à-dire que le Donbass est fait de 2 oblasts. Lugansk est déjà totalement contrôlé par les Russes. Donetsk, il reste, je crois, 30% ou 25% aux mains des Ukrainiens, et de donner ces 25%, qu'ils tiennent toujours. On va regarder un petit peu, d'ailleurs, la carte. Les cartes, de donner, en fait, c'est Kramatorsk et Lupiansk. Voilà. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'en échange, les Russes renonceront à l'annexion de 2 autres oblasts, c'est-à-dire Zaporijjia et Kherson, dont les Ukrainiens détiennent encore beaucoup de territoires. Et donc, ça serait un échange de territoires tenu, quoi. Voilà. Aujourd'hui, militaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on ne sait pas effectivement
quelle garantie de sécurité donnera l'Amérique à l'Ukraine, parce qu'en fait, ce qu'a dit la réponse de Zelensky est très fine diplomatiquement. Il dit, écoutez, moi, nous voulons la paix, mais nous voulons éviter qu'il y ait une troisième agression russe. Première agression russe, c'est évidemment la conquête de la Crimée, qui s'est fait sans grande effusion de sang, avec les petits hommes verts là, qui ont pris les bases ukrainiennes en Crimée. La deuxième, c'est évidemment la guerre avec effusion de sang de février 2022. Et donc, les Ukrainiens disent, on ne veut pas une troisième agression russe. Et quelles sont les mesures que les Américains peuvent prendre? Alors, ce n'est pas l'OTAN, puisque l'Amérique n'envisage pas et que la Russie ne veut pas de... Donc, il y aurait dans le plan de paix, Renaud, des garanties de sécurité. Il y aurait dans le plan de paix, d'après ce que l'on a vu, de ce que l'on a lu, le fait que l'Ukraine s'engagerait à ne pas adhérer à l'OTAN. Pas adhérer à l'OTAN. Il y aurait aussi dans le plan de paix le fait que l'Ukraine devrait diviser son armée par deux. Alors, c'est envisageable si, effectivement, il y a la paix. Elle gagnerait quand même une armée de 600 000 hommes. Hein, c'est pas l'armée française, c'est 3 fois plus. Mais si, effectivement, il y a la paix, évidemment, ces 600 000 hommes seraient obtenus automatiquement par la démobilisation. Parce que l'Ukraine ne va pas garder une armée. Bon. Aujourd'hui, ce sont les pères de famille qui sont au front depuis très longtemps. Donc ça, c'est envisageable, surtout si la garantie de sécurité américaine... Si l'Ukraine fait une armée de métier, finalement, mécaniquement, de toute façon, elle réduira ses effectifs. Évidemment, elle réduira ses effectifs. Ah. Et puis, évidemment, il y a une revendication russe aussi, que les Américains considèrent comme légitime, qui est que on revienne au statut de la langue russe d'avant 2014. C'est-à-dire que la langue officielle de l'Ukraine, c'était l'ukrainien, mais que le russe pouvait, dans les régions orientales de l'Ukraine, dont certaines ne parlent pas russe, on pouvait utiliser, pour les papiers administratifs, le russe comme langue officielle, une sorte de deuxième langue officielle. Voilà, et donc c'est ça les exigences russes acceptées par les Américains. Ce qui n'est pas très précis aujourd'hui, c'est quels sont les retours de territoire conquis par la Russie que les Russes sont prêts à rendre aux Ukrainiens, c'est la première chose. Et quelle est la réalité, et ça c'est très important, des garanties de sécurité données par les États-Unis à l'Ukraine? Est-ce que ce sont les mêmes garanties de sécurité que ce que les États-Unis donnent, par exemple, au Japon ou à la Corée du Sud? Ça, évidemment, ça va être l'objet de discussions prochaines entre Zelensky et Trump. Les 2 ou 3 prochaines semaines seront cruciales, déclare Viktor Orban, alors que l'Union européenne dit qu'elle n'a pas été informée d'un plan de paix européen. C'est votre avis aussi que les prochains jours vont être importants, ou bien est-ce que c'est encore un plan de paix dont on parle et puis finalement qui repasse, les combats vont revenir? Voilà, l'Union européenne est un vassal des États-Unis. On l'a vu par l'attitude de Madame Ursula von der Leyen, qui est allée négocier et tout céder à Donald Trump. C'était l'été dernier dans son golf privé en Écosse. Vous vous souvenez de cette séquence où elle a promis qu'on allait acheter pour 750 milliards de produits énergétiques américains dans les 3 prochaines années, d'investir 600 milliards, etc., etc. Enfin, vous vous souvenez de... Voilà. Et donc, pour Donald Trump, l'Europe, en fait, ne compte pas diplomatiquement, s'est soumise économiquement, et il n'a aucunement l'intention, et on le voit dans cette phase, de vraiment consulter les Européens. C'est l'Amérique qui fait la diplomatie. D'ailleurs, la ministre des Affaires européennes, enfin, la haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas, a dit qu'elle avait connaissance de rien. Elle l'a reconnu. Ouais. Revenons à ce plan de paix américain. C'est un nouveau revirement pour Donald Trump? C'est un nouveau revirement, c'est-à-dire qu'il veut le cessez-le-feu, donc il veut obliger les Russes à accepter le cessez-le-feu, mais il a toujours pensé que, comme c'était les Russes qui avaient gagné sur le terrain, ou qui gagnaient sur le terrain, l'Ukraine devait faire des concessions
Donald Trump estime qu'en fait, l'Ukraine n'a pas les moyens de reconquérir le territoire perdu, parce que la Russie est trop forte. Il veut évidemment à tout prix éviter une escalade nucléaire. Il veut d'ailleurs pas trop. Il veut arrêter cette affaire parce qu'il aime la paix. Il veut le prix Nobel de la paix, et pour pouvoir se concentrer sur sa rivalité en Indo-Pacifique avec la Chine. Donald Trump estime que d'ailleurs la défense de l'Europe doit être laissée aux Européens, et que c'est pas à 340 millions d'Américains de protéger 450 millions d'Européens contre 140 millions de Russes. C'est ça, en fait, la doctrine Trump. Donc il veut faire la paix sur la base de concessions de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine acceptera ces concessions? Je pense que elle ne pourrait accepter ces concessions que si elle a vraiment la garantie que l'objectif de Zelensky sera réalisé, c'est-à-dire que ça rendra totalement impensable une troisième agression russe contre le territoire ukrainien. C'est l'enjeu finalement de ces discussions. Et finalement, si je vous suis, si les Américains... Là, quand même, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on apprend de ce plan de paix, on a l'impression que Trump donne quasiment l'Ukraine aux Russes, mais ce que vous nous dites finalement, c'est que d'abord, Trump voit le rapport de force qui est favorable aux Russes, c'est en tous les cas l'analyse qu'il fait et qu'il pose, et ensuite, ce plan peut être acceptable pour les Ukrainiens s'il y a des garanties de sécurité américaines. S'il y a des garanties de sécurité, il faudra sans doute aussi, j'imagine, qu'il y ait un référendum en Ukraine pour accepter ce plan de paix, parce que Qu'est-ce que pourrait dire le référendum? Le référendum, c'est-à-dire il y aurait un plan de paix, c'est-à-dire avec des garanties de sécurité, mais avec la Crimée et le Donbass qui serait cédé à la Russie, la levée des sanctions, etc. Mais c'est surtout, effectivement, on ne peut pas imaginer que le peuple ukrainien accepte de perdre des territoires sans qu'il ait donné son avis. Alors là, la question se pose pour le pouvoir ukrainien et pour le peuple ukrainien. Le pouvoir ukrainien, c'est effectivement, c'est un petit peu scandaleux au terme du droit international de céder face aux Russes aujourd'hui. Mais peut-être que si on ne cède pas aujourd'hui, on devra céder beaucoup plus tard. Et c'est le dilemme, je dirais, de Mannerheim. Mannerheim, c'était le leader de la Finlande. Pour préserver la liberté et la souveraineté de la Finlande, il a préféré céder à Staline en juillet 1944, à un moment où c'était pas trop tard pour lui, de céder des choses à Staline, notamment la neutralité de la Finlande et céder le territoire de la Carélie. Mais ça a préservé l'indépendance et la souveraineté de la Finlande. Et finalement, la Finlande a eu un statut beaucoup plus enviable que tous les autres pays, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, etc., qui ont été les esclaves des Russes jusqu'en 1991. C'était la définition de la souveraineté partagée par Renaud Girard. Merci beaucoup, Renaud, d'être venu justement nous permettre d'y voir plus clair. C'est toujours passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup et on vous retrouve mardi dans les pages du Figaro pour la nouvelle chronique, mais bien sûr qui sera publiée dès lundi soir sur le site du Figaro. Les écrans vont-ils plomber la compétitivité? C'est la question qui vient à l'esprit quand on regarde une note de la Fondation Jean Jaurès. Son auteur est avec nous. Alors, sans attendre, certains professeurs ont lancé l'alerte, comme notamment cet instituteur qui était venu sur le plateau de Point de Vue. J'ai pu constater simplement au fil des années, parce que je suis arrivé, en fait, j'étais avant dans la finance, ensuite j'ai changé pour devenir instituteur, et je suis arrivé en 2006. Et en 2006, le smartphone n'existait pas. Donc vous avez vu les choses évoluer. Voilà, j'ai vu l'évolution et en particulier deux moments bascules. 2010-2011, les tablettes généralisées et évidemment la crise du Covid qui a généré un basculement de toute une génération sur les écrans qui n'y étaient pas, particulièrement mes élèves de CM2, puisque c'était comme ça qu'ils pouvaient être, entre guillemets, en relation entre eux. Bonjour Paul Klotz.
Merci pour votre invitation. Je vous en prie, est-ce que le vrai luxe aujourd'hui est de pouvoir avoir des cours, des leçons, des écoles qui se passent des écrans? C'est une question à laquelle il est compliqué de répondre parce qu'en fait, on manque essentiellement de données et de chiffres qui nous permettent de voir les effets d'une politique sans écran dans les écoles, parce que précisément, c'est assez peu développé aujourd'hui en France. Ce qu'on peut dire, en tout cas, avec certitude, c'est que les écrans sont associés à des éléments qui favorisent le mal-être des enfants. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que on a pas mal de maintenant ça commence à être documenté, il y a de la recherche, il y a des médecins, il y a des alertes sur la nocivité de l'écran sur le cerveau, les études, on va y revenir, mais on n'a pas encore on ne documente pas les bienfaits, ou en tout cas la supériorité sanitaire d'une vie sans écran. Alors, on a quelques chiffres quand même qui sont très impressionnants et qui nous montrent notamment que lorsqu'on utilise des écrans avant 3 ans, parce que l'écran, c'est une forme d'appauvrissement sensoriel, on ne découvre pas le monde, on est dans ce rapport unilatéral avec une surface plane et lisse, on a une dégradation de la qualité de la découverte du monde dès le plus jeune âge, des interactions humaines, de la construction des sociabilités, etc. Et puis après, plus on monte dans l'âge de l'enfant, plus l'effet de l'écran négatif devient psychologique. C'est-à-dire qu'au-delà d'une heure d'écran, on remarque une dégradation de la qualité des interactions sociales, des indicateurs de curiosité des enfants. Et quand on a plus de 7 heures par jour d'écran chez ces mêmes enfants, on voit que le risque d'anxiété et de dépression est presque doublé. Donc les écrans, au sens large, sont néfastes au bien-être de l'individu. La thèse essentielle, et c'est ça qui est très intéressante de votre note, en tout cas la thèse centrale, une des thèses centrales, c'est que cette société des écrans est génératrice d'inégalités sociales. On va y revenir. Mais moi j'ai une question à l'inverse, parce que là c'est des expériences, c'est presque du vécu. Être privé d'écran, de smartphone par exemple, pour les jeunes, n'est-il pas générateur d'inégalités dans l'accès à l'information et donc d'inégalités sociales? Alors c'est une réalité, hein. De toute façon... En clair, t'as un 9 touches dans une cour de récréation. Bien sûr. Mais en fait, les écrans permettent de faire une multitude de choses, notamment d'accéder à l'information, d'accéder à du divertissement aussi. Parce que je pense qu'il ne faut pas tout chasser. Il est aussi important d'avoir un peu d'écran. On a le droit d'avoir du loisir, d'aller sur YouTube, d'aller sur Netflix, ce que vous voulez. Moi, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'inégalité liée à l'absence d'écran, parce que tout le monde a plus ou moins un smartphone. L'usage du smartphone s'est généralisé. Là où il peut y avoir une inégalité, c'est plutôt sur les populations plus âgées, avec la fracture de l'électronisme, où on a des gens qui ne savent pas utiliser des écrans et donc qui ne peuvent pas avoir accès à des démarches administratives qui sont numérisées, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à un écran. Et le problème est plutôt dans l'usage intensif de l'écran, qui croît en fait avec le niveau de précarité. Et donc, plus vous êtes pauvre, entre guillemets, plus vous avez de chances d'utiliser abondamment votre écran, et donc plus vous avez de chances d'avoir les effets néfastes qui sont associés à ça. Oui, c'est que là, on touche vraiment à ce qui est l'essentiel de votre note, c'est que le temps libre est volé par les écrans, capté par le capitalisme numérique. Complètement. Et avec des effets, comme on le dit, inégalitaires. Je veux prendre un chiffre très simple et très marquant. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que quand vous êtes un enfant qui grandit dans une famille dont les revenus sont inférieurs à 35 000 $ par an, vous avez 2 heures de temps d'écran en plus qu'une famille qui grandit dans un foyer dont les revenus sont supérieurs à 100 000 $ par an. Donc il y a effectivement cette grande inégalité qui constitue donc un vol du temps libre. Et pour revenir sur ce sujet, le temps d'écran, pourquoi est-ce que je dis dans ma note que ce n'est pas un temps émancipateur et que c'est un temps qui peut être néfaste? Déjà parce qu'on l'a vu, c'est associé à des phénomènes de mal-être psychologique, cet usage de l'écran. Mais aussi parce qu'on a perdu tout un tas d'activités qui étaient des activités émancipatrices, qui n'étaient pas de l'oisiveté, mais qui étaient des choses qui nous permettaient de nous développer et qui ont progressivement disparu avec l'usage de l'écran. Je prends l'exemple dans ma note des temps de conversation qui ont diminué de 41% entre 1974 et 2010. C'est les enquêtes emploi du temps de l'INSEE qui le montrent. Je prends d'autres exemples, le fait d'écouter de la radio ou de la musique qui lui aussi a diminué.
le temps de lecture, le temps passé dans les musées ou le temps de bénévolat. Ça, ce sont autant de temps émancipateurs qui diminuent du fait de l'usage des écrans. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi, m'est venue une question à l'esprit quand je vous ai lu écrire ça. Et vous venez de le dire, entre 1974 et 2010, il y a eu quand même un phénomène, pourtant, qui s'est produit. C'est l'augmentation du temps libre. Et finalement, est-ce que le vice, c'est les écrans, ou bien, n'est-ce pas, d'avoir voulu repousser les limites du temps libre et des loisirs? En clair, n'est-ce pas la sanction, l'illustration de oisiveté mère de tous les vices? Alors, je pense pas. Pourquoi? Parce que ce temps libre... Ça m'étonne pas que vous me disiez que vous ne pensiez pas, sinon vous n'auriez pas été peut-être publié par la Fondation Jaurès. Mais parce que là, j'attaque les 35 heures. Hein, oui, mais alors justement, parce qu'il y a deux phénomènes, en fait, dans la libération du temps libre. Et la philosophie des 35 heures, c'est ça. Hein, c'est la philosophie des temps libres. Hein. Oui, mais en fait, les 35 heures, elles ont permis une libération du temps, essentiellement chez les hommes. Et il y a un deuxième phénomène qui est lié à l'automatisation des tâches domestiques, avec l'apparition des progrès techniques, qui lui a permis essentiellement une libération du temps libre chez les femmes. Et donc il y a eu une forme d'égalisation comme ça. On a gagné 10 heures de temps libre par semaine entre 1974 et 2010. Alors on peut critiquer effectivement le sujet des 35 heures. Moi, vous l'aurez compris, c'est pas mon opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que si on essaye de dépolitiser le débat, on remarque que... Mais est-ce que, quand même, je comprends que ce n'est pas votre opinion, et peut-être que ça heurte peut-être des convictions, je ne vous fais pas ce procès, mais ça peut être possible que ça heurte des croyances et des convictions de base, mais est-ce que, et que peut-être que nous, on a un biais, effectivement, de confirmation par rapport à ça, mais est-ce que, quand même, la question de l'extension du temps libre au détriment d'un temps contraint de travail n'est pas quand même un des problèmes qui est révélé par justement le problème en fait c'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement dans l'usage de ce temps libre supplémentaire et donc les grandes plateformes qui auraient pu accompagner. Alors, on pourrait y revenir, mais en fait les grandes plateformes, les acteurs de la tech qui se sont développés à partir des années 2000 ont vu dans ce gisement de temps libre supplémentaire une source de profit économique. Parce que quel est le fond de commerce du capitalisme numérique? En fait, c'est le temps disponible des gens pour créer des mécanismes addictogènes afin de capter un maximum de données ou de vendre un maximum de publicité ciblée. Et alors, il n'y a pas eu d'accompagnement. Mais qui aurait dû accompagner? Moi, je pense que l'accompagnement qu'on aurait pu faire, ça aurait été de développer des temps libres émancipateurs. Et je prends un exemple très simple pour les enfants. Il y avait, dans les années 50, un service public des colonies de vacances qui existait, qui a complètement disparu et qui permettait de faire de la mixité sociale, qui permettait aux enfants d'aller découvrir la nature. Oui, mais enfin, bon, les organisations de jeunesse, les camps de jeunes, encore, ça existe encore, même si vous voyez bien qu'il faut regretter le temps béni des colonies. Mais est-ce que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que est-ce que finalement cette libération du temps libre n'était pas dangereuse ou naïve au regard effectivement de cette voracité de certains capitalistes numériques. Oui, en tout cas, elle était difficilement prévisible et elle est apparue. Et c'est pour ça que je dresse une série de propositions dans ma note, justement, pour lutter contre ça. Après, vous avez raison, il y a une deuxième question qui est, une fois qu'on a lutté contre les écrans, que fait-on de ce temps libre supplémentaire ? Et là, c'est aussi une part de responsabilisation individuelle que de se dire je fais des choses qui me permettent l'émancipation. Je précise que c'était bien évidemment ironique quand on parlait du temps béni des colonies, que c'était des colonies de vacances. Combien coûte l'économie attentionnelle, justement, à notre économie ? Parce que ça, c'est l'un des autres points très très intéressants et captivants de votre étude. On a un chiffre extrêmement intéressant qui n'est pas de moi, mais qui est de la Direction générale du Trésor, qui a sorti le 4 septembre 2025 une note sur l'économie de l'attention. On estime, je reprends les chiffres de la Direction générale du Trésor, que l'économie de l'attention coûte en 2025 0,6% du PIB. 0,4% en perte de temps productif. Vous êtes au travail, mais vous passez du temps sur votre téléphone, donc vous ne travaillez pas. Et 0,2% en dépenses nouvelles ou en dégradation générale de la santé mentale des individus, puisqu'on sait que l'usage des écrans
augmente le sentiment de solitude, dégrade la santé mentale et donc coûte à la société à la fin. Donc manque à gagner par manque de travail et coût pour les problèmes sanitaires. Mais soyons schumpeteriens, est-ce que quand même cette économie de l'attention, elle génère pas des emplois, des innovations et toute une activité? Complètement, on peut se dire qu'elle génère, notamment à travers des revenus publicitaires, des flux économiques importants, mais qui sont à long terme improductifs. Et je m'explique. En 2060, on estime que le coût de l'économie de l'attention ne sera plus de 0,6% du PIB comme aujourd'hui, mais de 2 à 2,9% du PIB. Pourquoi ? Parce que les enfants qui aujourd'hui sont surexposés aux écrans, il faut savoir que les 8-12 ans passent en moyenne 3 heures à 4 heures par jour devant les écrans. Et on est sur 4 heures à 5 heures pour les 13-18 ans. Et ben, tous ces enfants-là, aujourd'hui, sont en train de dégrader leur capacité cognitive, attentionnelle, langagière, mémorielle. Capacité à articuler des concepts, à rester concentré. Et ça, c'est une dégradation nette en capital humain qui va faire diminuer la Pour être productivité. moins performant. Voilà, qui va faire diminuer la productivité globale. Et donc, si effectivement, il y a des revenus qui sont générés à court terme par cette économie de l'attention, qui génère des emplois, etc., il faut penser aussi à l'avenir. Et en fait, il faut le voir comme une défaillance de marché, une externalité négative qu'il faut compenser. En quoi, quels sont par exemple, si on refait un peu une géopolitique de l'économie de l'attention et une géopolitique de la perte de compétitivité due à cette économie de l'attention, qui est gagnant, qui est perdant? Alors, il n'y a pas beaucoup de gagnants pour l'instant. Oui, parce qu'on peut dire, attention, parce qu'on va être moins bon que les Chinois avec les Asiatiques, mais enfin, les écrans dans ces pays-là et dans ces zones-là, ils sont partout. Ils ont même été précurseurs. Exactement. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gagnant, parce que il y a un pays qui se détache du lot, on peut dire, c'est la Chine. La Chine qui a pris des mesures extrêmement fermes pour lutter contre les temps d'écran, avec cette idée qu'il s'agissait au fond d'un enjeu de compétitivité, et la Chine qui elle-même arsenalise les écrans pour en faire presque un vecteur de la guerre hybride aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand la Chine déverse des applications comme TikTok sur le marché européen, dont on sait que les mécanismes addictogènes de ces applications sont plus puissants, sont d'une puissance qu'on n'a jamais vue, avec des effets sur la dégradation des capacités cognitives qui sont inégalés, et que réciproquement, ou dans le même temps, la Chine interdit l'usage d'Internet chez ses mineurs entre 22h et 6h, ou limite leur temps de connexion à Internet, eh ben on remarque qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous sur la compréhension qu'ils ont et sur l'horizon de long terme de cette arme qu'est le smartphone. Si je vous suis, ça me fait penser, l'Express avait révélé dans les années 80-90 combien l'Union soviétique avait utilisé l'arme de la pornographie pour pouvoir affaiblir l'Occident et pour en particulier vouloir zombifier une partie de l'Occident. Et pendant ce temps-là, c'était interdit dans les pays soviétiques. Si je vous suis, vous décrivez un peu le même système avec les écrans de la part de la Chine. Oui, je le décris, et on peut dire que dans notre pays, en France, les effets des écrans sont encore assez mal mesurés. C'est pas encore devenu un sujet de société au point qu'il y ait des lois dessus, que les politiques s'en saisissent, etc. Ce que je regrette. Mais dans d'autres pays, comme la Corée du Sud, par exemple, on est arrivé dans des situations... Avec quand même des grandes marques. Avec Des voilà, grandes marques d'écran. complètement. On est arrivé dans des situations où les pouvoirs publics, complètement désemparés, ont dû considérer les écrans comme des vraies addictions et créer même des camps de désintoxication numérique à destination de leurs jeunes pour qu'ils puissent réapprendre à se parler entre eux, à méditer, à faire des pratiques. C'est les conglomérats qui fabriquent les ordinateurs et les smartphones qui financent ça. Non, et c'est bien ce qu'il y a de pire, c'est que les conglomérats s'enrichissent et l'État paye. L'État paye avec ces camps de désintoxication numérique. Qu'appelez-vous politiser l'otium? Et alors, du coup, voilà, le corollaire de la libération du temps d'écran, c'est de retrouver un temps qui soit émancipateur. Je prends quelques exemples d'activités dont on sait qu'elles améliorent nos capacités, qu'elles soient attentionnelles, langagières, sociales. La cuisine, la promenade, la lecture, l'écriture, toutes ces choses-là qui composent vraiment la vie quotidienne et qui doivent être repolitisées ou remises au centre du débat politique. Et donc, pour politiser cet otium, il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui ne va pas beaucoup vous plaire. C'est l'idée qu'avait eu Mitterrand en 1980 de créer un ministère du temps libre
qui, en fait, avait connu un échec assez retentissant, mais qui avait eu une vertu, et c'est le seul bilan de ce ministère, c'est de créer les chèques vacances pour permettre à des gens de partir en vacances. Là, on a un exemple de comment est-ce qu'on ouvre des horizons nouveaux à des personnes qui sont prises par le temps d'écran, et l'exemple de la colonie de vacances, en ce sens, était aussi parlant. Mais il y a aussi d'autres propositions qui peuvent être faites. La commission sur l'exposition des enfants aux écrans a rendu un rapport en 2024. C'est une commission qui a été missionnée par le gouvernement, et elle propose de créer une responsabilité pénale à destination des grandes plateformes, lesquelles devraient prouver qu'elles ne cherchent pas à développer des mécanismes addictogènes, à défaut de quoi elles seraient condamnées. Et donc il y a une inversion de la charge de la preuve. Il faudrait que les plateformes démontrent leur bonne intention, leur bonne foi, sans quoi elles seraient réputées comme dangereuses pour les populations. Merci beaucoup, Paul Klotz. C'est absolument passionnant de vous entendre et aussi de vous lire. Votre étude est à retrouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Et j'ajoute un interview d'ailleurs que vous avez accordé à notre excellent jeune confrère Jean-Bosco Herbin. Il a fait les 400 coups et même le coup de feu. Il en a donné, il en a reçu. Il en a fait sa passion au point de devenir le sparring partner de Benoît Saint-Denis. Alors en attendant de recevoir Moyave, qui est un ancien militaire et aussi un combattant de MMA, voici le témoignage de Benoît Saint-Denis qui a connu exactement la même trajectoire. C'est sûr qu'on fait des métiers qui sont légèrement artistiques. Mais d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir pu faire ma première partie de vie avec un métier concret et réel qui est issu d'opérateur au sein des forces spéciales dans l'armée de terre. Je pense que le MMA, c'est un peu à mes yeux le sport originel. À la base, le sport, c'était qui est le meilleur. Et donc, on prenait 2 mecs dans le sable et celui qui restait debout à la fin remportait. Il n'y avait pas de raquette ou de balle ou de ballon ou quoi que ce soit. C'est un peu un retour à la source. Mais on voit, dans les Grecs antiques, on voit même avec des gantelets coquets, avec les bandages, où on voyait ils faisaient du vrai pugilat comme le pancrace moderne. Enfin, le MMA, c'est un peu du pancrace, mais remis à goût du jour. Et on voyait aussi déjà à l'époque aussi les techniques purement de lutte avec effectivement où ils n'ont rien sur les mains, où c'est de la lutte pure à l'époque. Et les gens qui font ce sport-là, je pense que c'est des gens qui sont assez durs, qui ont besoin d'être raccord avec leurs valeurs et de ne pas avoir trop de problèmes à l'extérieur du combat, parce que sinon ils ne pourront pas être performants. Propos recueillis par Jean-Baptiste Émergent et Chloé Mathieu de l'équipe du Social Média du Figaro. Bonjour Moyave. Bonjour. D'où vient ce nom ? C'était un nom qui m'a été donné dans une unité où je suis passé et que j'ai gardé. Voilà. Vous l'avez gardé et c'est le nom qui apparaît sur votre livre qui est absolument passionnant. On va y revenir. Mais puisqu'on vient d'entendre Benoît Saint-Denis, que vous connaissez bien, il parlait du MMA, quel est l'intérêt de pratiquer un sport, je reprends vos termes, dont le but est quand même de faire perdre conscience à son adversaire ? En fait, j'ai toujours été dans les sports de combat, donc depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé par le judo et j'ai fait beaucoup de judo. Et peut-être j'ai toujours adhéré au sport qui était les sports martiaux, où on avait une discipline et le but étant de gagner sur de la force, sur des frappes ou sur des chutes. Et après, je me suis dirigé gentiment vers le MMA et grâce à Benoît aussi, qui... Comment vous avez fait connaissance ? Et on avait un groupe d'amis en commun. Et pendant le Covid, je cherchais une salle pour m'entraîner. Et du coup, Benoît m'a proposé de venir m'entraîner avec lui au Venom. Training camp dans lequel, c'était une structure dans laquelle lui était résident. Et de fil en aiguille, j'ai intégré l'équipe avec lui et voilà, notre amitié s'est tissée comme ça. Comment se passe une séance de sparring partnership avec Benoît Saint-Denis ? Eh ben, paradoxalement, je m'entraînais beaucoup avec Benoît, mais à part les échauffements que je faisais avec lui, je n'ai jamais sparé vraiment avec lui parce qu'on faisait pas du tout le même poids et il y avait des risques de blessures pour lui et puis d'un point de vue la différence de poids était trop conséquente pour que ça soit vraiment intéressant pour l'un comme pour l'autre de tourner ensemble.
En tous les cas, son parcours, sa figure, ses valeurs vous ont beaucoup marqué. Ouais, Benoît, d'un point de vue sportif et son état d'esprit, je le trouve, comment dire, c'est exemplaire. Il a des valeurs, il les respecte, il est humble, et c'est un gros, gros, gros bosseur qui a pas de mal à, malgré aujourd'hui le fait qu'il soit plutôt, on va dire, très connu. Il reste dans l'humilité, et quand il est sur une préparation de combat, il n'hésite pas à vivre très simplement. Donc, quitte à revenir à vivre en groupe dans une chambre avec plusieurs personnes, il le ferait volontiers pour préparer ses combats. Et je crois, alors sans dire de bêtises, c'est ce qu'il a fait pour le dernier combat contre Dariush. Votre parcours, comme celui de Benoît Saint-Denis, est passionnant. Après le divorce de vos parents, vous êtes un élève intelligent mais turbulent, capable de vous effondrer dans le classement après avoir tutoyé les sommets, et vous intégrez l'armée sans le bac. Alors merci beaucoup, parce que vous illustrez d'ailleurs dans votre livre quelque chose que je dis beaucoup à mes enfants, c'est-à-dire, je ne me fais pas de soucis, si vous ne travaillez pas maintenant, de toute façon un jour vous devriez travailler beaucoup, et c'est exactement ce qui vous est arrivé. Exactement. Et donc je sais à qui je vais offrir votre livre. Vous intégrez l'armée sans le bac, donc direction les chasseurs alpins, l'Afrique et puis l'Afghanistan. Vous dites que vous et vos camarades n'en sont pas vraiment revenus d'Afghanistan. Non, et c'est un constat qui a été encore fait il n'y a pas longtemps. On a recréé un petit groupe avec mes amis dans le groupe dans lequel j'étais, et puis en parlant les uns avec les autres, il y a eu ce constat qui a, pour certains plus ou moins, été fait de quand on revient, il y a quand même un petit coup dur pour certains et un gros coup dur pour d'autres. Et l'Afghanistan, c'était quand même une mission qui a été compliquée pour tous ceux qui sont partis. Mais aussi, c'était une mission que je ne regrette pas d'avoir fait, parce que ça a permis de tisser des liens, je pense, indéfectibles avec mes anciens frères d'armes, pour lesquels je pense je garderai contact avec eux toute ma vie. Ce qui est très passionnant en lisant votre livre, c'est que vous racontez combien justement l'armée, par le fait qu'on souffre et qu'on combat ensemble, tisse des liens que nul autre, qu'on ne retrouve dans nulle autre institution. Et les liens, même justement, pas dans le sport, même pas dans la MMA. Non. Les liens, ils commencent à se tisser pendant les classes. Parce que on pourrait penser que pendant nos classes, ça amuse nos cadres de nous faire souffrir en groupe. Alors moi, les classes que j'ai fait, c'était les classes un petit peu à l'ancienne, où on les faisait à l'époque dans le régiment et en compagnie. C'est plus les classes dans les CFIM qui sont faites, ou qui sont un peu plus structurées. Mais je pense que ça a été bien pensé justement pour créer un groupe soudé, avec beaucoup de cohésion. Et cette cohésion, au fur et à mesure des années, elle s'amplifie dans le groupe, dans l'unité, dans la section, dans la compagnie. Et au final, on se rend compte que là où on se serre le plus les coudes, c'est quand on est vraiment en danger, ou quand on subit tous en même temps. Vous entrez dans la police après l'Afghanistan, et vous allez en Seine-Saint-Denis, on va y revenir, et vous sauvez déjà, juste après d'ailleurs votre formation, vous sortez à peine de formation, vous vous trouvez dans une opération, et là vous sauvez un collègue qui vient d'être grièvement blessé. Il a pris quand même 2 balles dans la tête. Oui, 2 ou 3, ouais. Oui. Alors j'ai choisi Saint-Denis, j'ai ouvert la Seine-Saint-Denis parce que j'avais bien terminé au classement, j'avais terminé dans les 5 premiers de ma promo. Et d'ailleurs, c'était un peu l'incompréhension quand j'ai choisi ma place dans l'amphithéâtre. Et oui, cette intervention-là qui est arrivée quasiment 15 jours après mon arrivée au commissariat. Vous retrouvez à courser des personnes, en tout cas à traquer des personnes qui viennent de faire un braquage. On apprend d'ailleurs que parmi les braqueurs, il y a des personnes qui veulent financer des attentats et des opérations terroristes. C'est ce qui en est ressorti de l'enquête qui avait été faite par la BRB à l'époque.
Alors je sais pas après si ça a été De repris par répression du banditisme, ouais. une autre unité antiterroriste, mais en tout cas, la personne qui avait été neutralisée pendant ce braquage-là, enfin le braqueur qui a été neutralisé, c'était une personne qui était fichée S, qui était évadée de prison, qui n'avait pas réintégré la prison suite à une permission de sortie, et qui était extrêmement radicalisée, et une partie des sous, enfin du butin, devait servir oui, à financer un acte. Euh, Vous avez traqué également des narcotrafiquants à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, Ah. une filature de narcos? Bah, Alors, à Saint-Denis, on est vite. Ils savent vite qui on est quand on commence à se balader dans la rue. Donc, il n'y avait pas de filature. Néanmoins, on arrive toujours à trouver un petit point haut, enfin, de quoi se cacher pour pouvoir les observer, pour pouvoir reconnaître qui faisait quoi. Et c'est un jeu de chat, c'est le jeu du chat et la souris. Hein. Oui, c'est le jeu du chat à la souris, mais ce que vous dites, c'est que c'est ça qui est très intéressant quand on lit, ça vaut vraiment le coup de vraiment se plonger dans le livre et de lire comment vous avez votre traque des narcotrafiquants. C'est un système, en tout cas le narcotrafic, c'est un système très très bien huilé, très très bien organisé. Ah, extrêmement bien fait. Ceux qui sont à la tête de ça, c'est des vrais entrepreneurs. Hein. Oui, même des start-upers. Exactement, ils établissent des objectifs de vente, ils font des promos, ils font des goodies. Chaque goodies. Ah ouais, dans certaines cités du 93. Ils offrent des briquets avec les briquets avec DZ Mafia ou Yoda. Exactement, ils ouvrent ils font les pochons dans lesquels il y a les produits stupéfiants avec le sigle de l'organisation, exactement. Ils offrent les feuilles pour fumer, ou ils offrent ou les cigarettes, ou le tabac. Enfin, il y a des offres exceptionnelles. Ça se fait, soit la vente dans la cité, ou ça peut se faire aussi sur Snapchat. Ça se fait un peu n'importe où, avec des promotions, de la pub. Chaque personne a sa place, et chaque place a sa personne. Donc le chouf, lui, est là pour guetter, le banquier est là pour récupérer l'argent et compter, il y a les ravitailleurs, il y a le vendeur qui est dans les étages, qui est dans un escalier, qui écoule le produit. Enfin, c'est extrêmement bien fait. C'est ça qui est impressionnant dans le récit que vous faites, c'est qu'on voit que chacun a sa place, et que ça va très vite. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, parce que aujourd'hui, il y a peut-être un sentiment de fatalité par rapport à l'explosion du narcotrafic. Vous racontez une opération où c'est vous qui les avez surpris, et en moins de temps qu'il n'en fallait pour pouvoir les coffrer. Hein. Il y a eu beaucoup d'opérations comme ça où il y a un peu de chance. En fait, au moment où on va descendre, ou au moment où on veut mettre pied à terre, c'est le moment où il y a le ravitaillement, et puis du coup ils se sentent surpris, et puis ça part souvent, on dit à la courette, donc on leur court après, on arrive soit à les interpeller ou non. Puis il y a des moments où on manque de chance et on arrive un peu trop tard. Mais il y a des moments où hop, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements, et c'est ce que vous racontez dans votre il y a des moments où on tombe au bon endroit au bon moment. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup en amont. Ça dépendait. Enfin, moi, j'étais dans une unité d'anticriminalité en tenue à Saint-Denis, et du coup, on travaillait sur la journée. On ne faisait pas des dossiers sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines. Dès qu'on commençait le service, on commençait à travailler sur un secteur, sur un point précis, et puis on essayait de démanteler le trafic dans la journée et d'interpeller le maximum de mises en cause. Entre l'armée et la police, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué ? Les deux ont été marquantes. Il y a du pour et du contre dans les deux, je dirais. Mais un pour la police. Je saurais pas dire. Et pour l'armée ? Je dirais la camaraderie, la cohésion. Est-ce que la police, quand on vous lit, le pour, c'est pas justement l'adrénaline de l'action ?
Parce que vous pouvez aller en renseignement, vous pouvez aller faire vous avez fait du renseignement d'ailleurs après avoir été, vous êtes blessé pour pouvoir revenir dans les forces spéciales d'ailleurs. Ouais. Mais on sent, en tous les cas, vous dites, moi ce que j'aime c'est l'action. Ah oui, j'ai toujours aimé l'action et je suis toujours parti dans des unités. J'ai toujours, alors peut-être par souci d'orgueil ou d'ego, j'ai toujours voulu aller dans des unités un peu prestigieuses. Enfin, pas qu'un peu, toujours des unités prestigieuses. Et du coup, ces unités-là sont souvent mises à l'avant dans l'action. Donc, l'action, c'est vrai, j'en ai eu beaucoup en police, un peu moins à la fin. C'était plus l'unité de renseignement dans laquelle j'étais. J'intervenais en amont d'une action. Ça a été, oui, un point positif, mais l'armée, quand même, à vrai dire, si je devais choisir, l'armée, quand même, a été mes plus belles années. Alors le plus frappant, parce qu'on l'a dit, vous avez vraiment sauvé littéralement un camarade de policier lors d'une traque, et vous avez toujours eu ce souci de soigner. Vous y arrivez parce que vous avez gardé votre kit soin d'ailleurs de l'armée. Ouais. Ce qui vous vaut d'ailleurs, vous le racontez, une rencontre dans les jours qui suivent avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, Exactement. qui veut généraliser votre système à l'ensemble des policiers. Ce goût du soin vous marque tellement que vous avez entamé, à 36 ans, des études de médecine. Exactement. En fait, j'ai toujours été passionné par le corps humain. Ça m'a toujours intéressé. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand j'étais à l'armée, comme vous l'avez mentionné, je suis entré à l'armée sans bac. Et que j'avais fait des cours par correspondance pour passer mon bac quand j'étais à Annecy au 27e bataillon chasseurs alpins. Et parce que je voulais devenir kiné. En sortant, si je sortais de l'armée, j'aurais bien aimé être kiné par la suite. Et cette idée-là m'a toujours trotté. Et quand j'ai voulu quand j'ai voulu faire ma reconversion professionnelle en police, j'avais déjà cette idée-là de faire médecine, mais la première année, je sais pas, peut-être un manque de confiance en moi, je m'en sentais pas capable. Et je suis reparti sur un métier de rééducation, donc j'ai fait pédicure-podologue, des études pour être pédicure-podologue. Et à la fin de ce cursus-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment la capacité de pouvoir intégrer le cursus médecine. Et du coup, après, j'ai postulé pour la passerelle, le concours de la passerelle médecine que j'ai eu. Et, vous êtes en cours de formation. Et je suis en cours de formation. Bon, vous n'avez pas encore choisi votre voie finale. Vous reviendrez pour nous dire si vous êtes anesthésiste ou bien chirurgien. J'avance continuellement, quitte à prendre des coups. C'est ce que vous dites en fin de livre. Quel conseil donneriez-vous à un garçon, à une fille, à un homme, à une femme qui est aujourd'hui tenté par le désespoir? Un mot, un seul. Persévérer, je pense. Ouais, persévérer. De la volonté, de l'audace et un peu de chance. C'est votre destin. Exactement. Yav. Merci beaucoup. On peut le lire dans votre livre qui est absolument passionnant et qui est préfacé bien sûr par Benoît Saint-Denis, De sueur et de sang. Et c'est aux éditions Mareuil. Et c'est absolument à lire. Merci beaucoup, c'est captivant. On se retrouve dès lundi. Bon week-end sur le Figaro TV.